Le 24 novembre 2022, la France insoumise a proposé lors de sa niche parlementaire plusieurs propositions de loi. En effet, les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale disposent d'une journée chaque année, afin de proposer des lois discutées en séance. Il s'agit de la niche parlementaire. À l'écran s'affichent les 12 différentes propositions de loi de la France insoumise. Ainsi, pour l'inscription du droit à l'IVG et la contraception dans la Constitution, pour l'abolition de la corrida, pour la réintégration du personnel de santé non vacciné grâce à un protocole sanitaire renforcé. Ce dernier est le sujet de la présente vidéo. Voici une synthèse de la proposition de loi portant réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés grâce à un protocole sanitaire renforcé. La loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a entraîné la suspension des professionnels de santé non vaccinés. À cette suspension estimée à 12 000 professionnels selon le ministre de la Santé M. François Braun, s'ajoutent les nombreux départs de soignants hospitaliers en raison en outre de la détérioration des conditions de travail et du surmenage dû à l'activité. Ainsi, le syndicat SAMU Urgences de France décomptait 42 établissements ayant fermé la nuit et 23 le jour, selon une enquête qui ciblait seulement la moitié des services d'urgence. À l'AP-HP, près de 2000 postes d'infirmiers d'État sont vacants et 20 à 30% des blocs opératoires sont fermés faute de personnel. La situation est particulièrement dramatique dans les Outre-mer. De fait, certains hôpitaux tolèrent déjà la présence de soignants dont le schéma vaccinal n'est pas à jour afin de ne pas aggraver le manque de personnel. Les soignants vaccinés peuvent transmettre le Covid-19 et le risque lié à l'absence de vaccination est de moins en moins significatif. La réintégration des personnels non vaccinés s'accompagnerait d'un protocole sanitaire spécifique associant la présentation d'un test négatif et le port d'un équipement de protection. Il ne s'agit donc pas de supprimer l'obligation vaccinale. En conclusion, l'article 1er propose de réintégrer le personnel non vacciné suspendu dans le cadre d'un protocole sanitaire spécifique. Le personnel réintégré pourra exercer sous réserve de la présentation quotidienne d'un test de dépistage du Covid-19 négatif en cours de validité. Le deuxième article prévoit que le personnel réintégré ait accès à des tests de dépistage et des équipements de protection individuelle gratuits. Enfin, le troisième article permet de gager les dépenses qui découlent des articles 1 et 2. Nous appelons le gouvernement à lever le gage. Les députés des groupes parlementaires du gouvernement et proches de ce dernier ont déposé des amendements, afin de bloquer le vote de la proposition de loi de la France insoumise. En effet, 316 amendements ont ainsi été déposés. Voici quelques exemples de ces amendements. À l'alinéa 4, substituer au mot l'exécution, les mots l'accomplissement. À l'alinéa 4, substituer au mot en contact avec, les mots au contact du. À l'alinéa 4, substituer au mot au sein, les mots à l'intérieur de. À l'alinéa 4, substituer au mot personne chargée, les mots personnel chargé. Un scrutin a eu lieu afin de se prononcer sur le rejet de l'article 1er de la proposition de loi de la France insoumise. Les résultats du scrutin s'affichent à l'écran. Ainsi, les députés ont rejeté l'amendement proposant la suppression de l'article 1er. Dans l'ensemble, la NUP, les Républicains, le Rassemblement national, Groupe Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires ont voté contre. À l'inverse, Renaissance, Démocrates, Horizon et Apparentés ont voté pour. Toutefois, la niche parlementaire se terminant à minuit, la proposition de loi demandant la réintégration du personnel non vacciné n'a pas pu être votée. Victoire. Alors que les macronistes ont déposé des amendements pour supprimer l'article de notre proposition de loi visant à réintégrer les personnels de santé et pompiers suspendus, l'Assemblée vient de les rejeter largement. Du jamais vu en 5e République. Le texte visant à réintégrer le personnel soignant suspendu ne sera pas voté. Minoritaire à l'Assemblée, le gouvernement fait de l'obstruction dans notre niche parlementaire. Nous ne les lâcherons pas. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter notre proposition de loi sur la réintégration des personnels non vaccinés, moyennant un protocole sanitaire strict. Je vais le répéter plusieurs fois pour tenter de faire fonctionner la pédagogie de la répétition.
Notre proposition de loi ne remet pas en cause l'obligation vaccinale. Je répète, notre proposition de loi ne remet pas en cause l'obligation vaccinale. Ainsi, si nous sommes naturellement ouverts au débat, merci de ne pas vous retrancher sans cesse derrière cette argumentation, comme ce fut le cas en commission pour juger défavorablement ce texte. Je ne suis pas devenue anti-science, je ne suis pas devenue anti-vaccin. Dois-je rappeler ici que j'ai été personnellement menacée pour avoir remercié le directeur de mon CHRU d'avoir fait sauter la contrainte vaccinale, l'âge pour le vaccin en janvier 2021. J'ai été menacée, chers collègues. À l'époque, beaucoup d'entre vous, janvier 2021, s'interrogeaient d'ailleurs sur le fait de se faire vacciner alors que je fus parmi les premiers à recevoir ce vaccin. Merci donc de ne pas faire de caricature. Personne sur nos bancs n'est anti-science. Nous écoutons ce que nous disent les scientifiques, nous le prenons en compte. C'est bien pour cela que nous avons fait examiner notre protocole par les autorités sanitaires. Il a ainsi reçu une validation de la part de la Haute Autorité de la Santé. En commission, j'ai d'ailleurs entendu tout et son contraire. Un député de la minorité présidentielle a évoqué que le protocole ne protégerait pas. Or, ce protocole est précisément celui mis en place par M. Castex, alors Premier ministre. Par conséquent, soit le gouvernement a menti sur l'efficacité de ce protocole, soit vous faites aujourd'hui preuve d'une grande mauvaise foi, car il s'agit d'une proposition de loi de la France insoumise. Ensuite, pour vous opposer à cette proposition, vous rétorquez qu'elle ne concerne que très peu de monde. Mais en même temps, vous expliquez que le protocole va coûter beaucoup trop cher. Les deux affirmations sont incompatibles. De plus, comme je l'ai déjà évoqué, chaque personne compte. Demandez à un directeur d'EHPAD, par exemple, la différence au quotidien avec une ou deux personnes de plus dans ses équipes. Cela permet entre autres que chacun puisse décemment bénéficier d'heures et jours de repos et prendre soin plus dignement des résidents. La situation de notre système de santé et de nos secours est très préoccupante. Nos personnels sont plus que jamais au bord de la rupture et tous nos concitoyens pâtissent d'une situation catastrophique. Chers collègues, s'il vous plaît, je sais que vous êtes impatients de vous exprimer, ça tombe bien, la discussion générale arrive. Mais pour l'instant, Madame la rapporteure a seule la parole. Plus personne n'oserait nier aujourd'hui la pénurie de personnel dans nos établissements de santé, à l'heure où des services entiers doivent fermer, où l'on trie nos enfants à soigner face à l'épidémie de bronchiolite qui sévit actuellement. La semaine dernière encore, un homme est décédé sur un brancard dans un couloir à l'hôpital de Saint-Malo, alors qu'une alerte avait été lancée sur le manque de personnel. Ces scènes sont inacceptables. Les services de secours et notamment les pompiers rencontrent les mêmes difficultés. Mobilisés sans relâche face aux méga-feux qui ont touché la France, ils ont connu un été épuisant. Dans un contexte de dérèglement climatique, ils sont amenés à être toujours plus mobilisés. La situation est particulièrement dramatique en Outre-mer, où les appels à la réserve sanitaire se multiplient en même temps que les tensions sociales. Si le nombre exact de suspendus est difficile à trouver, la réalité sur le terrain est frappante. Dans ce contexte, chaque personne compte. Pour rejeter notre proposition de loi, certains argumentent également en expliquant qu'elle ne réglera pas le problème de pénurie de personnel. Évidemment que nous en sommes conscients, qu'il faudrait bien plus que notre texte pour rattraper des décennies de casse de nos services publics. Je vous renvoie à toutes les propositions de notre groupe en la matière. Notre proposition de loi suggère donc une porte de sortie acceptable pour toutes ces personnes. Il ne s'agit pas de les réintégrer comme si de rien n'était, mais de prendre en compte que nous avons besoin d'eux et qu'ils souhaitent revenir pour exercer ce métier qu'ils aiment. En outre, la question se posera inévitablement puisqu'il ne sera pas possible de laisser toutes ces personnes en errance dans un statut qui paraît juridiquement flou. Malheureusement, la crise de confiance est profonde et l'incompréhension règne de part et d'autre après plus d'1 an de mise au ban de ces personnels, malgré leur souhait de prendre soin, leur vocation.
Les personnels suspendus peinent à comprendre le rejet persistant dont ils font l'objet, alors même que la plus grande partie des personnels vaccinés, dont je fais partie, n'est plus à jour sur le plan vaccinal et que l'on fait appel à des renforts étrangers qui échappent, eux, à l'obligation vaccinale. Notre proposition de loi vise à sortir de cette situation par le haut, sans aucun dogmatisme. Elle prévoit de réintégrer ces personnels dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé. Elle est basée sur une approche scientifique et s'inscrit dans une démarche de responsabilité. De plus, elle sera temporaire en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Un débat caricaturé serait donc injustifié. Finalement, la réintégration des personnels suspendus permettra de renouer avec la stratégie du convaincre plutôt que de contraindre préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Chers collègues, j'espère que ce texte fera consensus. Je sais que certains sont venus de loin pour le voter. Aujourd'hui, il nous revient de prendre cette décision politique. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais commencer par rappeler, à l'heure où nous examinons cette proposition de loi, deux choses. D'abord, le gros de la tempête est peut-être derrière nous, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle bourrasque, de l'émergence d'un nouveau variant inquiétant par exemple. Nous ne devons à aucun moment oublier que la Covid-19 n'en est aucun cas une maladie bénigne. On en meurt toujours, tous les jours, partout dans notre pays. Encore aujourd'hui, la vaccination qui nous a permis de dépasser cette pandémie joue un rôle décisif. C'est grâce à elle que nous avons pu retrouver une vie normale et mieux protéger les plus fragiles d'entre nous. La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a donc prévu, dans le cadre de notre combat contre le Covid-19, l'obligation vaccinale contre ce virus pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social. Il s'agit d'une mesure justifiée de protection des publics les plus fragiles, de limitation de la propagation du virus et de protection de notre système de santé. Bien sûr, la liste des vaccins obligatoires pour les professionnels de santé évolue au fil des années et des épidémies, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons récemment saisi la HAS sur un spectre beaucoup plus large que la seule obligation de vaccination contre le Covid. Sur le fond, la réintégration des personnels non vaccinés n'est pas opportune. J'entends dire que ça serait la réponse aux difficultés que rencontre notre système de santé. C'est faux. D'abord, ce phénomène reste très minoritaire, voire marginal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 99% des professionnels concernés ont rempli leur obligation. Je veux ici leur rendre hommage. Ce chiffre concerne l'adhésion des professionnels à l'obligation vaccinale. Ils ont compris que cela s'inscrivait dans une logique d'éthique du soignant et qu'il s'agissait d'une mesure de protection d'autrui. Cela nous laisse encore 0,5 de professionnels considérés comme non vaccinés et plus précisément 0,3 des personnels du secteur sanitaire. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement des soignants, mais aussi de personnels administratifs et techniques. En outre, ces chiffres sont ceux élaborés par notre ministère au mois de mai. Il est très probable qu'ils soient encore moins élevés aujourd'hui. Nous avons donc demandé à ce qu'ils soient réactualisés pour que nous puissions mesurer ce phénomène à ce jour. L'Ordre national des infirmiers nous indique par exemple qu'aujourd'hui, il reste 1000 infirmiers suspendus, et ce, sur une population de 637 000 personnes, ce qui constitue à peu près 0,16% des effectifs infirmiers. Selon la Fédération hospitalière de France, nous serions sur 4 000 personnes sur plus de 1,2 million d'agents. Vous le voyez, dans l'ensemble, il serait trompeur de penser que le phénomène de non-vaccination des personnels soignants concerne plus qu'une infime minorité. Par ailleurs, je pense que nous devons être très attentifs à évaluer objectivement la situation. C'est la raison pour laquelle, cet été, nous avions saisi la HAS sur l'opportunité de revenir sur l'obligation vaccinale par nos professionnels. Dans son avis, en date du 22 juillet, la HAS avait jugé que les données n'étaient pas de nature à remettre en cause cette obligation vaccinale pour toutes les personnes ayant des contacts fréquents et rapprochés avec des personnes vulnérables. Le comité scientifique, des sociétés savantes, les ordres professionnels, mais aussi France Asso Santé, que représentent les patients. Tous se sont prononcés avec conviction pour le maintien de l'obligation vaccinale. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas engager une réflexion de plus long terme sur l'obligation vaccinale contre le Covid-19 et plus généralement sur les vaccins obligatoires recommandés pour les soignants.
C'est la raison pour laquelle nous avons ainsi saisi la semaine dernière, conformément à notre engagement, la Haute Autorité de santé sur la révision de l'ensemble des recommandations vaccinales des professionnels exerçant dans le secteur sanitaire et médico-social. La Haute Autorité de santé se prononcera donc sur la réactualisation des recommandations vaccinales pour les professionnels de santé en prenant en compte l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Nous attendons désormais ces recommandations qui devraient être publiées dans les prochaines semaines. Nos professionnels, pour beaucoup, sont les premiers à nous dire être totalement opposés à la perspective d'un retour de leurs collègues qui n'ont pas joué le jeu de la vaccination. Et ce, alors qu'ils sont les premières victimes du manque de personnel dans nos établissements de santé. Je peux donc d'ores et déjà vous dire que le remède que vous proposez est pire que le mal. Beaucoup de nos professionnels se sont accordés sur le fait que l'hésitation vaccinale était éthiquement inacceptable dans leur profession. C'est bien sûr une question complexe et délicate. Dans ce contexte, je souhaite donc connaître l'avis du Comité consultatif national d'éthique que nous avons saisi récemment. Ce dernier pourra nous épauler sur la définition de critères permettant de justifier ou non de la mise en place d'une obligation vaccinale pour les professionnels de santé et les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires et médico-social. Ce sera notamment l'occasion d'interroger la conciliation de plusieurs de nos valeurs fondamentales entre la liberté individuelle d'une part et d'autre part le bénéfice collectif de la vaccination au vu de l'intérêt général qui sous-tend notre contrat social. Sur les moyens enfin, le protocole sanitaire proposé par cette proposition de loi pour la réintégration du personnel non vacciné n'est ni réaliste ni pratique. Très honnêtement, je pense que le protocole proposé par ce texte est trop complexe et inapplicable en pratique. L'article 1 de la proposition de loi fait ainsi reposer la réintégration du personnel non vacciné sur la présentation quotidienne d'un test de dépistage du Covid-19 en cours de validité. Vous ajoutez dans votre exposé des motifs que cela devrait s'accompagner du port d'un équipement de protection. En pratique, ce protocole n'est ni réaliste ni efficace. D'une part, la présentation d'un test peut s'avérer être en réalité un faux négatif. Vous me direz, d'où l'idée d'imposer le port d'un équipement de protection. Sauf que ces personnels ne porteront pas en permanence de tels équipements. Ils seront par exemple susceptibles de les enlever lors des pauses déjeuner. De plus, il serait extrêmement lourd pour les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux de contrôler que les personnels non vaccinés ont bien effectué régulièrement les tests. En bref, le protocole proposé est impossible tant à réaliser pour les professionnels concernés qu'à contrôler pour les établissements. C'est d'ailleurs ce qui vous a été dit lors des auditions que vous avez réalisées avec Madame la rapporteure. L'article 2 prévoit quant à lui que l'État finance les tests de dépistage virologique ainsi que des équipements de protection individuels nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle, comme par exemple les masques FFP2. C'est une disposition coûteuse qui ne justifie pas sur le plan éthique. De plus, est-ce prioritaire, à l'heure où nous devons prendre des décisions importantes pour aider notre système de santé à faire face à ces défis de court terme, comme l'épidémie de bronchiolite, et de long terme? Je m'interroge sur le sens de vos priorités politiques. Mesdames et messieurs les députés, sur l'opportunité que sur le caractère éthique de cette levée de l'obligation vaccinale, nous devons prendre le temps de la réflexion et nous baser sur des données objectives. Surtout, les moyens proposés par ce texte, j'en suis convaincue, ne sont pas les bons. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement n'est pas favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. La suspension des personnels soignants et de secours a débouché sur une crise sociale aux effets dévastateurs partout sur le territoire français, mais particulièrement dans les territoires dits d'outre-mer. Ce texte porté par notre excellente collègue Caroline Fiat porte réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés et nous offre l'opportunité de renouer, de nous réconcilier quelque part avec la stratégie du convaincre plutôt que contraindre préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes donc appelés à nous prononcer sans aucun dogmatisme, avec beaucoup de sérénité, avec intelligence et surtout hors d'état d'esprit guerrier sur l'avenir de milliers d'hommes et de femmes jusque-là pleinement investis dans un service public. Aujourd'hui, bien que non éradiqué, le virus n'est plus aussi virulent, c'est la réalité.
et la pénurie de soignants embolise nos hôpitaux au point de compromettre l'accès aux soins, notamment aux plus démunis. Et pourtant, dans les grands médias nationaux aux ordres de quelques milliardaires, on nous dit à longueur de journée, premièrement, que les personnels suspendus sont peu nombreux, comme si le nombre pouvait justifier une quelconque injustice. Deuxièmement, que beaucoup se sont réinsérés. Troisièmement, que leur réintégration poserait un problème éthique, notamment par rapport à ceux qui se sont vaccinés. Si dans toute la France, la suspension des personnels a causé un tort considérable au fonctionnement des établissements de soins et de secours, faute de moyens humains suffisants, dans les Outre-mer, ce phénomène se mesure au centuple. Un chiffre. En Guadeloupe, seuls 20% des personnels présentent un schéma vaccinal complet à 3 doses. Seuls 20%. La suspension des personnels non vaccinés vient donc aggraver sensiblement les problèmes de chômage endémique et de paupérisation dans un contexte, rappelons-le, de vie chère. Je pense en ce moment à Philippe, infirmier qui a perdu son père atteint d'un cancer lié à la chlordécone. Sa mère, diabétique, doublement vaccinée, pourtant est morte des suites du Covid. Philippe s'est senti trahi. Il n'a pas eu confiance dans la parole de l'État. Outre le deuil qui le frappe, ce couple, puisque sa femme est aussi soignante, est donc privé de tout revenu. Son épouse étant suspendue également. Et leur fils, Olivier, qui était un brillant étudiant, sombre chaque jour un peu plus dans la marginalité depuis que ses parents ne peuvent plus lui financer ses études. Combien de familles, comme Philippe, n'ont pu se réinsérer socialement? Il vous faut comprendre que les spécificités du marché du travail rendent quasiment impossible toute réorientation professionnelle des personnels suspendus, sauf à les condamner une nouvelle fois à l'exil vers la France, venant ainsi amplifier le phénomène de saignée démographique qui sévit déjà dans nos territoires. En contextualisant, ces familles suspendues avaient-elles leur raison de s'opposer à l'injonction, à l'injection? Le scandale de la chlordécone, sa gestion opaque et les conséquences sur la santé des populations pour des générations. L'incapacité de l'État à endosser ses responsabilités justifie amplement leur position. Où est l'éthique? Où fut l'éthique à ce moment-là? Ainsi, Philippe et son épouse n'ont commis aucune faute professionnelle et aucun manquement. Dans les familles, ces drames de l'exclusion forcée provoquent un désarroi absolu qui va nourrir les violences et les situations de non-droit parce que ces suspendus ne sont ni au travail ni au chômage. De fait, dans les établissements de santé, la permanence des soins n'est désormais qu'une chimère. Il est devenu impossible d'assurer la continuité du service public hospitalier et la prise en charge des patients est plus que compromise, notamment dans les EHPAD. L'État doit reconnaître ses responsabilités dans l'abandon de nos hôpitaux depuis des décennies, son inaction face à leur dégradation. Où est l'éthique? Où est l'éthique? Pour de nombreux compatriotes, l'accès aux soins dans de nombreux cas impossibles, obtenir un rendez-vous médical relève du parcours du combattant. Le suivi médical est hypothétique. Seuls ceux qui ont la capacité de se payer un billet d'avion à un prix d'ailleurs prohibitif vers Paris, pourront espérer se faire soigner dans l'Hexagone. Et les autres, la triste règle désormais, c'est se sauve qui peut financièrement. En définitive, ces populations sont prises en otage par des décisions dogmatiques par un gouvernement qui, après les avoir empoisonnés au chlordécone, assure de les priver aujourd'hui du droit aux soins. Quoi qu'on en dise, c'est une triple violence institutionnelle, sociétale et sanitaire, traduction concrète d'une maltraitance dont il faudra un jour ou l'autre répondre devant l'histoire.
Encore une fois, où est l'éthique? De quelle éthique parlez-vous? S'agit-il d'une éthique à géographie variable? La France est-elle prête à assumer d'être d'un côté la deuxième puissance mondiale grâce au territoire dit d'outre-mer et de l'autre côté d'exposer aux yeux du monde entier sa capacité à exclure des populations entières à l'accès à un droit aussi fondamental que celui de la santé? Il est temps pour le gouvernement et pour la représentation parlementaire de s'honorer en reconsidérant sans délai la situation de ces personnels à l'instar de tous ces pays qui ont acté déjà cette décision. En effet, qu'ils soient un seul ou plusieurs milliers, ces professionnels manquent cruellement à notre système de santé, à notre système de secours. Leur réintégration s'impose à double titre. Au nom de la continuité, de la sécurité, de la qualité, de l'accessibilité aux soins et de l'urgence des prises en charge sociales. Deuxièmement, au nom de l'obligation pour l'État et pour tous les acteurs à se mobiliser sur les vrais chantiers structurels de la santé, du social et du médico-social et du secours. En conclusion, je dirais que déclenché par le gouvernement dans une période dite de guerre, contre des professionnels qui pourtant avaient été applaudis au début de la crise, cette suspension ne se justifie plus objectivement. En effet, comment accepter que le recours à l'intervention des sapeurs-pompiers allemands non vaccinés pour éteindre les incendies en France? Comment accepter le recours à des personnels vaccinés mais contaminés au travail et refuser obstinément des personnels non vaccinés, non contaminés? Qui veut-on protéger? Comment ne pas désormais intégrer dans notre réflexion et dans nos décisions à venir l'aveu de la représentante de Pfizer le 10 octobre dernier devant la Commission européenne médusée, reconnaissant que les vaccins n'ont jamais, je dis bien jamais, été testés contre le risque de contamination, faisant du coup s'écrouler lourdement l'argument socle de la suspension des personnels non vaccinés. Chers collègues, sur tous les bancs de cette Assemblée, de manière transpartisane, je vous exhorte à voter ce texte. Et si orgueilleusement, ce qu'on peut comprendre chez certains d'entre vous, vous ne le faites pas pour les personnels suspendus, faites-le au moins pour les patients, pour le peuple, dont certains meurent en ce moment même sur les brancards, dans les hôpitaux. Se tromper, c'est humain. S'entêter, c'est criminel. Je laisse à votre sagacité cette citation de Desmond Tutu. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Je vous remercie. Notre pays fait face à une pénurie sans précédent de personnel de santé chaque jour. Faute de personnel disponible, des établissements de santé déprogramment des interventions chirurgicales et ferment des lits. De même dans les EHPAD. Des centres médico-psychologiques renvoient des patients lourdement handicapés dans leur famille. Des services d'urgence ferment leurs portes. Des maires déplorent la multiplication des déserts médicaux. Les situations de ce type se comptent par milliers et plongent des malades et des familles entières dans la détresse. La loi du 5 août 21 a donné l'ordre aux soignants d'avoir un schéma vaccinal complet avant le 15 octobre 21, sous peine d'être suspendus, sans statut et sans revenu. Nous sommes très fréquemment interpellés dans nos circonscriptions au sujet de cette mesure discriminante, injuste et inadaptée aux besoins de nos territoires en termes d'offres de soins. Depuis cette date, en France, de nombreux soignants et pompiers français ont été suspendus parce qu'ils ont choisi d'exercer, comme tous les autres Français, leur libre choix à l'égard du vaccin. Ainsi, de nombreux hommes et des femmes totalement impliqués et réactifs, des dizaines de milliers de héros du quotidien, font ainsi cruellement défaut à notre hôpital, déjà exsangue, ainsi qu'à notre chaîne de secours, déjà éprouvée par 2 années de crise sanitaire. La proposition de loi qui nous est soumise vise à réintégrer les personnels des établissements de santé et de secours non vaccinés.
Cette proposition de loi me paraît tout à fait essentielle et doit être examinée avec la plus grande attention. La suspension des personnels de santé devait être, par définition, temporaire. Elle ne saurait aucunement être définitive. Il est donc indispensable de réhabiliter très rapidement ces milliers d'hommes et de femmes. Cette suspension, depuis maintenant plus d'un an, n'a plus de sens. En effet, de multiples études montrent que la vaccination n'a que très peu d'incidence sur le portage et la transmission du virus. L'immense majorité des pays européens, encore l'Italie, depuis le 1er novembre 2022, ont abandonné cette disposition vaccinale. Le gouvernement s'est lui-même contraint à rappeler des soignants vaccinés, mais malades du Covid, au lieu de faire appel à des personnels non vaccinés et prêts à se faire tester chaque jour si nécessaire. Quid également des personnels de santé étrangers non vaccinés? Il nous faut, mes chers collègues, être cohérents. Nous ne pouvons pas continuer plus longtemps à ignorer ces hommes et ces femmes qui ne demandent qu'à travailler, qui ne sont pas plus source de contamination que leurs collègues, vaccinés maintenant depuis plusieurs mois. Les soignants suspendus depuis maintenant plus d'un an sont dans l'attente d'une décision les concernant, car ils sont pour le moment dans une situation extrêmement instable. Ils ne perçoivent plus de salaire, mais ne sont pas officiellement licenciés et ne peuvent donc pas prétendre au chômage. Ces professionnels sont dans une véritable errance administrative. Même si nous sommes toujours concernés par le virus de la Covid-19, et si nous devons rester vigilants, et j'en ai bien conscience, nous reprenons tous désormais une vie quasiment normale face à ce virus. Nous devons tirer toutes les leçons de cette période et remuscler sans tarder notre système de santé. J'ai bien conscience également que seulement 0,3% du personnel soignant et non vacciné est touché par cette interdiction d'exercice. Certes, leur réintégration ne résoudra pas le problème de fond de la pénurie de personnel dans les hôpitaux, mais elle est nécessaire, tout comme le chantier colossal de la réforme de l'hôpital dans son ensemble. L'article 2 prévoit que ces personnels réintégrés portent des équipements de protection individuelle et réalisent des tests de dépistage gratuits. Autant le port d'équipements de protection individuelle nous semble totalement justifié, autant la présentation quotidienne d'un test de dépistage du Covid-19 négatif en cours de validité nous paraît inadapté. Ceci serait trop complexe, voire impraticable au quotidien pour les soignants concernés, et cela représenterait un coût important pour l'assurance maladie dans un contexte de dégradation des comptes sociaux. Vous l'aurez compris, notre groupe votera majoritairement cette proposition de loi. Nous ne pouvons pas accepter plus longtemps la mise au ban d'une partie de nos soignants et de nos pompiers à un moment où nous avons grandement besoin d'eux. Je vous remercie. Mes chers collègues, c'est un sujet très grave que nous abordons ce soir. Ce n'est pas un sujet de communication politique parce qu'il s'agit de l'essentiel. On a tous traversé ces périodes absolument folles de la Covid. Et je crois qu'en conscience, les uns et les autres, on a essayé de prendre, je dis bien on a essayé de prendre, les meilleures décisions à tous les instants. Et lorsqu'il a fallu, sur la vaccination, faire en sorte qu'on soit capable d'abord de disposer des vaccins. Moi, je n'ai pas oublié un certain jour de janvier 2021 où la France était pointée du doigt parce que nous étions la dernière nation d'Europe. Je n'ai pas oublié qu'après, un des efforts formidables ont été accomplis. Je n'ai pas oublié des représentants du Parti socialiste nous expliquant avec justice qu'il fallait vacciner tout le monde. Je n'ai pas oublié quelques-uns de vos amis, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, rapporteure de ce texte, que certains vaccins comme le Spoutnik étaient en capacité de protéger. Vacciner, c'est protéger. Mais vacciner, il y a toujours aussi, on le sait, tous ceux qui connaissent l'histoire de la vaccination depuis le début savent qu'il y a un bénéfice et puis quelquefois il y a des risques. Mais lorsque le bénéfice est largement supérieur au risque, eh bien là, la décision s'impose. Et donc, pour ces personnels soignants, la difficulté, j'entends, Caroline Fiat, votre souci, et je vais répondre sur le nombre des personnels. J'entends votre souci, mais on ne peut pas créer d'un côté une obligation vaccinale, comme c'est le cas pour tous ces personnels,
Ceux-là, ils ont accepté d'être vaccinés contre l'hépatite B. Ils ont accepté d'être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos. Et vous le savez, chers collègues Neuder. Et alors donc, on aurait le choix d'accepter une vaccination pour tel type de maladie et pas pour d'autres. Ça n'est pas tenable une seconde. Comment vous allez gérer un établissement hospitalier, un EHPAD ou que sais-je, des vaccinés et des non-vaccinés tous les jours? Avec des personnels qui ne sont pas vaccinés. Mais pas du tout. En France métropolitaine, ça n'existe pas. Lisez la dernière publication de Nature. Et elle dit quoi? Que la France, de tous les pays développés, est celui dans lequel l'espérance de vie est le plus élevé de tous les pays du monde, parce qu'on a regagné 2 mois d'espérance de vie, parce qu'on a le taux de protection vaccinale le plus important. Ne l'oubliez jamais. Vous allez m'expliquer à moi, biologiste, que tous les matins, on vous fait un test PCR et qu'on prend le résultat le soir. Non mais attendez, mais vous n'êtes jamais venu dans un labo. Vous allez venir voir ce que c'est. Vraiment. Mais c'est inacceptable de dire cela. Ça ne tient pas la route une seule seconde. Alors mes chers collègues, c'est facile de parler des choses, mais non, mais moi je vous propose, collègues, les travaux pratiques. Vous allez venir lundi matin à 7 h, on les fera et vous verrez ce qui se passera. Sur les personnels, ou là où j'entends sur les pénuries, chère Caroline Fiat. Et là, je suis d'accord avec vous. J'ai eu l'occasion de le dire à cette tribune. J'ai eu l'occasion de répondre au ministre lorsqu'il y a eu la démonstration. Je serai encore là demain soir pour répondre, rassurez-vous. On parlera de l'architecture de la santé. Oui, il y a une pénurie de personnel soignant. Qui peut dire le contraire? Mais ce n'est pas une histoire d'il y a quelques jours, d'il y a quelques mois, voire quelques années. Ça fait des dizaines d'années qu'on ferme les lits, donc ne me racontez pas d'histoire. Oui, il faut du recrutement. Oui, il faut mieux les payer. J'ai dit à cette tribune qu'on avait fait un effort qui n'était certes pas suffisant, mais qu'il faut aller plus loin. Alors, et un dernier mot, vous me permettrez, un peu plus personnel. Et je vous le dis avec beaucoup de gravité. Moi, j'ai un frère médecin de la réserve sanitaire qui est mort au combat. Il est mort au combat pour protéger des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vacciné et parce qu'il a contracté la Covid. Alors, je vous en prie, de grâce, soyez prudents, et je ne voudrais pas enfin que dans quelques années, un ministre de la Santé soit convoqué dans la Cour de justice de la République parce qu'on n'a pas protégé nos personnels. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec fierté. Et enfin, je n'oublie pas, chers collègues de la NUPES, je n'oublie pas une dernière chose, si vous permettez, je puisse terminer. Merci. Madame Bonneau, s'il vous plaît. Monsieur Vigier, merci de conclure. Je termine, Madame la Présidente. Comme ils m'ont volé 15 secondes, je les reprends. Le jour où la Haute Autorité de Santé donnera le blanc-seing pour, moi je suis respectueux de l'autorité en matière de santé, là nous suivrons ses prérogatives. Merci. Monsieur Vigier. Le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés n'oppose pas ceux qui croient en la science à ceux qui n'y croient pas. Il oppose ceux qui ont de la mémoire à ceux qui n'en ont pas. La vaccination obligatoire pour les soignants supposait que le vaccin empêche la contamination et la transmission. D'ailleurs, c'est ainsi que le gouvernement d'alors l'avait présenté. Olivier Véran annonçait le 21 avril 2021 sur France Info: on a de plus en plus d'arguments qui nous permettent de penser que la vaccination protège de la contamination. Le 21 juillet, sur TF1, Jean Castex déclarait « On a constaté que les personnes qui ont 2 doses n'ont plus de chance d'attraper la maladie ». Une semaine après, sur France Info, Jean-Michel Blanquer affirmait péremptoire « Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres ». 3 déclarations, 3 erreurs, chacune émise au nom de la science. Et vous vous étonnez que beaucoup de Français n'aient plus confiance en la parole publique, en la parole d'un gouvernement. Vous portez une lourde responsabilité. Vous avez abîmé la confiance en la science, vous avez alimenté le complotisme. Mais oui, chers collègues, vous n'avez cessé tout au long de la crise de vous contredire, de vous renier, de vous tromper, d'abuser ceux qui vous croyaient et de provoquer ceux qui doutaient. Vous l'avez fait avec arrogance, mépris et cynisme. Jamais la marque de la fabrique du macronisme n'a été aussi forte et brutale que durant cette crise. Vous avez joué sur les peurs, vous avez abandonné toute raison. Vous n'admettrez jamais vos erreurs, mais certaines de vos décisions sont-elles des aveux. Ainsi, lorsque vous autorisez à travailler des soignants vaccinés, mais infectés par le virus, vous acceptez
qu'on puisse travailler dans le monde médical en portant le virus. Certes, avec un protocole, mais c'est le protocole à l'identique qui vous est soumis dans la proposition de loi que nous débattons et que vous avez osé réfuter comme insuffisant. Dans votre monde délirant, un vacciné malade peut travailler, un non-vacciné en pleine santé se le voit donc interdit. La vérité est que vous ne savez comment sortir de cette affaire. Vous ne voulez admettre ni vos erreurs, ni vos mensonges. Vous vous abritez derrière la Haute Autorité de Santé. Mais là encore, comment avoir confiance? Début 2020, vous affirmiez que le masque ne servait pas à se protéger. Puis, volte-face, le conseil scientifique disait le contraire. Et le masque devenait obligatoire. Et puis, en juillet dernier, le professeur Delfrécy, ancien président de ce conseil, déclarait que le port du masque n'avait, je cite, qu'un impact modéré, voire symbolique. Là encore, où est la science, où est la raison? Toutes les raisons invoquées pour refuser la réintégration des non-vaccinés ne résistent ni à l'analyse, ni au bon sens. Madame la rapporteure l'a largement prouvé. Votre gestion du Covid est un scandale d'État. Elle est aussi une affaire judiciaire puisque la Cour de justice de la République a mis en examen une ancienne ministre de la Santé et placé un ancien Premier ministre sous le lourd statut de témoin assisté. Ce débat est donc politique. Il peut se résumer ainsi. Un gouvernement qui s'est trompé, qui a trompé, ne veut pas se déjuger. Et tant pis si 12 000 Français et leurs familles en subissent les conséquences. Vous vous montrez incapable de faire face à la crise du monde médical, mais vous refusez une mesure simple, aux conséquences immédiates et surtout positives, au nom de votre seul intérêt politicien. Vous n'êtes pas les enfants de Pasteur, mais ceux de Tartuffe. Vous fracturez notre société, vous divisez les Français, vous fabriquez des boucs émissaires pour vous exonérer de vos fautes, vous créez un chaos mental, de même que vous laissez s'installer partout un chaos migratoire et sécuritaire, un chaos social avec vos réformes qui frappent les classes moyennes et populaires. En médecine, on dit d'abord ne pas nuire. Vous et vos prédécesseurs n'avez cessé de nuire, vous êtes nuisibles au corps social français. Nous voterons la proposition de loi portée par Madame Fiat. Elle est juste dans son but. Elle est noble. Elle est noble car elle tend à réparer. Elle est utile car elle remettrait dans nos hôpitaux des soignants. S'y opposer n'est ni moral, ni éthique, ni scientifique, ni conforme à deux valeurs de notre République, la liberté et la fraternité. Madame la Présidente, chers collègues, alors je suis assez surpris quand on évoque le droit, et rien que le droit. Alors je vais vous parler de la Guyane. 40% de vaccinés, premier vaccin, troisième vaccin, 20%. 80% qui n'ont pas accepté d'être vaccinés avec la troisième dose. C'est la réalité de la Guyane. Et cette réalité de la Guyane, vous la retrouvez dans tout le milieu hospitalier et au niveau du paramédical, du médico-social, des professions libérales. Mais vous savez ce qui se passe puisque vous parlez du droit? Tous les directeurs hospitaliers ont dit « nous, on ne sait pas appliquer cette loi ». Si on l'applique, on ferme les hôpitaux. Monsieur le ministre, Madame la ministre, vous avez pris des mesures pour ça? Mais expliquez-moi, égalité? Égalité? Où est l'égalité? Deuxièmement, quand vous avez 80% de personnes qui ne veulent pas de ce vaccin, et quand on dit que la Guyane est le premier désert médical, en dehors même de la crise Covid, structurellement, plus personne ne veut venir en Guyane. Dans les filières de formation, vous obligez aux personnes d'être vaccinées. Personne ne veut aller dans les formations d'ambulanciers. Personne ne veut aller dans les formations d'infirmiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi. Alors qu'il y a des gens qui sont prêts à aller dans ce métier difficile, malgré un environnement extrêmement défavorable, et vous rajoutez la vaccination alors que les gens n'en veulent pas. Bizarrement, la Guyane est l'un des territoires où il y a eu le moins de morts. Mais posez-vous les vraies questions.
Mais on est où là? On est dans quel monde? À un moment donné, de façon adulte et de bon sens, on peut admettre qu'on s'est trompé. Merci, monsieur. C'est tout. On a beaucoup parlé du personnel soignant et je voudrais peut-être remettre le patient au centre du débat. Le patient et l'éthique que nous devons, nous soignants, aux patients, ceux qui nous confient leur santé tous les jours. Je voudrais rappeler ici qu'en termes de contentieux médical, ce qui est jugé, ce ne sont pas les résultats, ce sont les moyens que nous employons. Ce sont les moyens que nous devons mettre en œuvre pour soigner les patients. En termes de pandémie, cette pandémie Covid, quels sont les moyens que nous devons mettre en place? Bien évidemment, les gestes barrières que nous connaissons tous, mais aussi et surtout la vaccination. La vaccination qui a été mise en avant et qui a été promulguée par toute la communauté scientifique. Et quand je vois cette proposition de loi, je suis un peu choqué, parce que cette proposition de loi donne raison aux réseaux sociaux, donne raison aux populistes, donne raison aux obscurantistes contre la communauté des scientifiques. C'est très dangereux. C'est très dangereux de mettre, comme le disait mon collègue, en question la communauté des sachants qui travaillent tous les jours. Les vaccins sont sous contrôle d'équipes médicales tout au long de l'année pour savoir quelles sont leurs contre-indications, les précautions d'emploi. Tout au long de l'année, ils scrutent les effets des vaccins et les obscurantistes vous disent non, il ne faut pas se faire vacciner. Donc, excusez-moi, mais cette proposition de loi est malvenue. Je vous parle là de problème d'éthique. En tant que soignant, je ne me vois pas mettre un risque de plus de contamination aux patients que je soigne tous les jours. Je vais commencer mon propos. J'ai entendu sur les bancs, écoutez-le, lui, il est médecin. Vous allez souffrir d'écouter une aide-soignante qui va vous parler de ce sujet. Depuis le début et dans la discussion générale, j'ai répété que notre proposition de loi ne revenait pas sur l'obligation vaccinale. Je vais vous réexpliquer ce que la Haute Autorité de Santé a dit en audition. La Haute Autorité de Santé a été saisie sur un point de vue sanitaire. Elle ne donne jamais son opinion sur un point de vue politique. Si oui, aujourd'hui, l'obligation vaccinale est toujours de mise, ce n'est pas la HAS qui a demandé la suspension des non-vaccinés. C'est vous qui avez choisi cette sortie. Donc, arrêtez de demander à la HAS ce qu'elle pense de la réintégration. La HAS a dit clairement pendant l'audition qu'avec le protocole proposé, a dit clairement que le protocole était de nature à protéger du risque épidémique. Donc non, nous ne revenons pas sur la levée de l'obligation vaccinale. Nous cherchons une sortie de secours pour 12 000 personnes qui le demandent. Madame la ministre. Non mais monsieur Naudet, s'il vous plaît. Oh putain. Eh oh, oh. Non, s'il vous plaît, chers collègues, c'est un débat important. Moi, j'ai bien entendu ce qu'a dit notre collègue Juvin et naturellement, notre groupe soutiendra l'amendement de Juvin et Alauzet. La question centrale, et je le dis à Caroline Fiat, c'est pas simplement le nombre de personnels, c'est le problème qu'elle pose sur la vaccination. Demain, comment vous allez expliquer, collègues, pardonnez-moi, que certains professionnels de santé seront vaccinés et les autres ne seront pas. Comment allez-vous faire pour imposer la vaccination contre l'hépatite B, contre la diphtérie, contre le tétanos, contre la tuberculose? Il y aura un refus qui s'organisera. Et ça, vous devez l'entendre. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et je voudrais dire aux collègues du Rassemblement national, dont j'ai bien entendu tout à l'heure, il me semblait que le Rassemblement national était attaché à la non-désobéissance. Donc je vais vous dire une chose, enfin, en votant cet amendement, pardonnez-moi, les personnels soignants qui sont morts au combat, ne les oublions pas, vous les envoyez en danger si jamais ils sont contaminés par la Covid. Et ça, nous n'avons pas le droit de le faire.
Nous n'avons pas le droit de disposer. Non, c'est pas de la mandoline. C'est trop grave de dire cela. C'est une faute morale, c'est une faute éthique et c'est une faute pour ces personnels de santé. Vous étiez tous en train de les applaudir. C'est scandaleux de vous les envoyer au feu sans même les protéger. C'est inadmissible. Nous allons procéder au scrutin sur ces amendements identiques. Je rappelle les avis défavorables de la rapporteure, favorables du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 261, exprimé 257, majorité 129, pour 96, contre 161. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. On a fait une belle... Pour le moment, la niche se passe plutôt bien. On a voté un magnifique texte, tous ensemble. Je crois qu'on peut en être fiers. Pour les droits des femmes, et je crois qu'on a trouvé un compromis avec un beau travail. Derrière, je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé sur la corrida, on a enlevé, il n'y avait pas eu de débat. Et là, moi je suis en train de penser à tous les soignants qui sont en train de nous regarder. Là, il y a une sorte d'entente entre le RN et les Outre-mer qui est détestable. Tous les soignants nous regardent, 99,9% se sont vaccinés. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax, complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Ils vous regardent. Monsieur Maillard. Ils vous regardent. Sur l'organisation des débats. Et je demande, pour qu'on puisse réfléchir, 5 minutes de suspension. La suspension est de droit. La séance est donc suspendue pour une durée de 5 minutes. Monsieur Hébrard, j'ai écouté avec attention ce que vous nous avez dit. Permettez-moi d'abord de répondre à quelques points. Vous souhaitez savoir si je suis vacciné? Non, mais vous me l'avez demandé. Je suis correct, je réponds. Alors, j'ai fait le Covid le 7 juin de l'année dernière. Vu les facteurs de risque que j'ai, je dois attendre 6 mois pour la prochaine vaccination. Donc, je ne manquerai pas de me faire vacciner à partir du 7 décembre. Maintenant, vous parlez d'une néopolitique de mensonges et de peur. Je veux bien tout entendre, mais pas n'importe quoi. Ça veut donc dire que l'ensemble de la communauté scientifique internationale ment et vend la peur sur cette épidémie de Covid qui a fait des millions de morts. Je pense que nous pouvons avoir un débat raisonnable, échanger sur des idées, mais pas forcément dire n'importe quoi. Alors, ce texte... Le texte que vous nous proposez n'est pas un texte sur la réintégration d'une poignée de soignants. C'est un texte qui parle du Covid, c'est un texte qui parle d'une pandémie qui a fait des millions de morts, pas besoin de vous le rappeler. C'est un texte qui parle d'une pandémie qui continue tous les jours à faire des morts dans notre pays et dans d'autres pays. C'est un texte qui parle de la politique qui a été conduite par le gouvernement précédent, qui a été conduite et approuvée par cette Assemblée, sur la politique que nous avons conduite à plusieurs reprises et qui fait, ne vous en déplaise, que la France aujourd'hui est le pays qui s'en sort le mieux de l'épidémie Covid, que ce soit en termes de monde, de personnes, de morts et au niveau économique. C'est un texte qui parle, ne vous en déplaise, et je sais, Madame le rapporteur, que cela est important pour vous, qui parle de l'éthique du personnel soignant, qui parle de l'obligation vaccinale au sens large, qui ne parle pas que de la vaccination Covid, ou alors on se trompe tous, il parle de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Alors pourquoi ne pas remettre en cause l'hépatite B aussi, pendant que nous y sommes? Mais allons-y. L'hépatite B qui a vu chuter de façon drastique la contamination des soignants par cette maladie. Pourquoi ne pas parler de toutes les autres vaccinations? L'éthique du personnel soignant, c'est de prendre soin. Et prendre soin, ça veut dire éviter de transmettre des maladies. Alors, nous pouvons aussi parler du lavage de mains, si vous le souhaitez. Ne nous lavons plus les mains, comme avant Pasteur. Ne nous lavons plus les mains, comme ça, nous allons continuer à transmettre des maladies. C'est ça l'éthique du personnel soignant. C'est protéger, soigner et protéger. Alors ce texte
Ce texte, il parle des centaines de milliers de soignants qui ont tenu la ligne lors des premières vagues. Et croyez-moi, je sais ce que c'est, j'y étais. J'y étais et j'en ai pas vu beaucoup qui étaient à ce moment-là. Ce texte, il ne parle pas. Ce texte, il parle des 600 000 infirmières vaccinées et pas des 1050 qui ne le sont pas. Quel signal voulons-nous donner à ces personnes qui étaient là en première ligne, qui se sont vaccinées, qui ont eu peur tous les soirs, peur de choper cette cochonnerie, peur de la transmettre à leurs enfants, à leurs femmes? Alors ce texte, oui, ce texte ne parle pas que des soignants à réintégrer, voire même des services de secours. Ce texte parle bien de l'éthique. Alors, j'entends des arguments. On me dit que ce texte le réglera peut-être, ou au moins, ce que j'ai entendu, améliorera la situation des hôpitaux. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? 1000 infirmières sur plus de 600 000. Vous croyez vraiment que ça va résoudre le problème des hôpitaux? Si on en est là, ça ne sert à rien de faire une politique. Et puis, je peux vous assurer d'une chose, d'une seule chose, parce que j'en suis certain, mais vous devez l'être aussi parce que vous êtes allés dans les hôpitaux cet été. Vous êtes allés voir la situation. Et moi, quand j'y vais, que me disent les soignants? Ils me disent que si nous réintégrons ces soignants non vaccinés, c'est eux qui partent. Donc vous voulez réintégrer 1000 infirmières pour avoir 600 000 qui s'en vont. Est-ce que c'est ça la façon de régler nos problèmes de santé? Alors en dehors du fait que vous allez avoir un remède 1000 fois pire que le mal, en plus ce texte, je suis désolé de vous le dire, cette procédure, ce protocole est inapplicable. Il est inapplicable pour plusieurs raisons. Déjà, vous imaginez les soignants se faire un test tous les matins. Bon, allez, d'accord. Ils vont vite en avoir marre. Je les connais bien. Donc, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas et ils iront quand même voir les patients. Ensuite, que va-t-il se passer? J'aimerais bien que vous m'expliquiez une chose. Excusez-moi de me servir de mon expérience hospitalier, d'avoir eu à gérer un service, d'avoir eu à gérer des plannings. Comment vous allez gérer? Allez, on va prendre un exemple simple. On va prendre un service de réanimation. Dans un service de réanimation, il y a un ratio d'infirmières par personnel, par malade. Très bien. La séance est suspendue pour une durée de 5 minutes. Je ne sais pas quoi penser de ce brouhaha, qui, je l'espère, n'est pas à la hauteur de la considération que vous avez pour un soignant qui s'est fait vacciner. Alors je vais, si vous le permettez, continuer mon explication de texte. Ah, c'est un bel exemple de démocratie, je vous remercie, on m'empêche de parler. Il est étonnant que vous vouliez faire exactement ce qui a été fait ailleurs. Non, je ne cherche pas à gagner du temps, monsieur, je cherche simplement à vous exposer la position d'un soignant de première ligne. C'est sûr que vous ne devez pas trop savoir ce que c'était, mais moi je sais ce que c'est. Alors, si vous le permettez, bien sûr, mais si vous ne le permettez pas, ça va être pareil, je vais quand même m'exprimer. Si vous le permettez, je veux simplement expliquer en quoi ce protocole est irréaliste. Je voulais vous parler des services de réanimation, par exemple. Services qui, pour le bonheur de tous, a un ratio entre les soignants et les patients. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on a des grosses difficultés actuellement, je ne reviens pas là-dessus, sur la fermeture de lits par manque de soignants. Alors vous avez donc votre soignant qui n'a pas voulu se faire vacciner. On a de la chance, on en a trouvé un, parce que parmi les 600 000, il n'y en a quand même pas beaucoup, 1 sur 600, mais en tout cas on en a trouvé un, qui vient se faire vacciner, qui vient travailler, il se fait tester, il arrive, il est prévu au planning, le nombre qui va bien de personnel par rapport au nombre de lits, et il est positif. On fait quoi? Il rentre chez lui. Qui le remplace? Qui le remplace? Qui va s'occuper de ses patients? On va imposer à l'infirmière d'en prendre 2 fois plus? C'est totalement irréaliste.
c'est totalement irréaliste. Donc ce ne sera pas appliqué. Donc nous mettrons en danger les patients les plus fragiles qui sont dans nos hôpitaux. Pour, je le répète, une poignée, 1 sur 600. Alors, je parlais d'éthique tout à l'heure. J'ai un autre objectif, vous le savez, vous l'avez même approuvé. Un des textes que nous avons discuté dans le PLFSS au niveau du Sénat sur la prévention, l'article 17 de mémoire, qui a été approuvé par les sénateurs à l'unanimité sur la mise en place de prévention. Quel message de dire que la vaccination ne sert plus à rien, alors que nous voulons développer une politique de prévention. Quel message, alors que dans cette Assemblée, on a voté pour l'ensemble, augmenter la vaccination des enfants. Donc je vous le dis, c'est totalement aberrant, c'est un message qui ne passera pas. C'est dire aux soignants, on ne s'occupe pas de vous, c'est dire aux patients, on se moque de la prévention. Ce n'est pas possible. Alors, ce texte... Je vous disais que ce texte ne sera pas appliqué. Et Dieu sait que dans cette Assemblée, et je vous rejoins sur ce point, nous devons lutter contre les textes inapplicables. Vous êtes les premiers, vous avez raison à vous plaindre de notre bureaucratie, de textes dans les hôpitaux qu'on ne peut pas appliquer. Et là, vous voulez rajouter à la complexité un texte inapplicable, inapplicable et mensonger. Mes chers collègues, que se passe-t-il? Mes chers collègues, nous allons revenir au cadre. Je voudrais juste faire un parallèle avec les stratégies qui ont été utilisées face à cette crise. Puisque la stratégie qui est proposée là, c'est-à-dire du test à tout instant, du test pour pouvoir sortir, du test pour pouvoir travailler. Quel est le pays au monde qui a appliqué cette stratégie ? Et a-t-il réussi? Eh bien, le pays au monde qui a appliqué cette stratégie, c'est la Chine. Et on voit dans quelle situation ils sont aujourd'hui. Ils ont une vague de Covid qui les dépasse complètement, probablement pire que la première. Donc cette stratégie qui s'apparente à du zéro Covid, à du test systématique pour pouvoir bouger, ne marche pas. Alors, à l'aube de la reprise de l'infection, je pense que comme moi, vous suivez les chiffres, le Covid reprend. Le R est repassé au-dessus de 1 après 3 semaines, un peu d'accalmie, le nombre de cas augmente. Quel message donner pour les semaines qui viennent? Donc je vous le redis, ce texte qui doit être discuté, et j'en discute avec vous, n'est pas un texte applicable. C'est un texte qui est contraire à l'éthique des soignants. Et en ce sens, vous ne pouvez pas, vous, voter ce texte qui entraînerait un message catastrophique vis-à-vis de notre système de santé, qui est en difficulté, vous le savez, je le sais, mais qui va l'entraîner encore plus bas. Ce texte va accélérer la fuite des soignants de l'hôpital. Concernant nos outre-mer, vous connaissez le monde des urgences et du SAMU, nous avons des contacts les uns entre les autres. Et pendant les outre-mer, nous avons même organisé un pont aérien pour rapatrier les malades des outre-mer. Eh bien, mes collègues d'outre-mer que j'ai eu au téléphone m'ont dit... Je ne vais pas vous dire quel hôpital, mais on pourra en discuter en aparté. M'ont tous dit, tous les chefs de service d'un CHU, qu'ils allaient démissionner si on réintégrait les soignants non vaccinés. Alors réfléchissez à ce que ça va donner. Le fondement du chapitre 14, discipline, immunité et déontologie, article 70, numéro 5, tout député qui s'est rendu coupable de provocation envers les membres du gouvernement. Depuis tout à l'heure, avant la suspension de séance déjà, sur les bancs là-bas, notamment de la part de Madame Chikirou, nous avons entendu moultes invectives contre le ministre de la Santé. Madame Chikirou a dit que le ministre faisait perdre notre temps et que c'était de notre faute. Donc quoi, notre faute? La pandémie, le Covid, etc. Nous parlons de sujets sérieux, de la vie de nos concitoyens, de millions de Français. Le ministre de la Santé doit pouvoir s'exprimer calmement, sans être intimidé par les oppositions.
comme le collègue Sistenschul à l'instant le rappelait, il y a manifestement des invectives, des menaces, des insultes qui viennent de se passer sur ces bancs il y a quelques instants. Et par ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, et nous avons été plusieurs à constater tout à l'heure, et je crois que messieurs les huissiers l'ont vu également, des collègues sur les bancs d'en face en train de manifestement utiliser leur téléphone pour se filmer sur les réseaux sociaux. Ça a été rappelé par la présidence il y a quelques jours sur le fait que c'était parfaitement interdit. Et donc, devant l'agitation que cela produit au cours de nos débats, je demande une suspension de séance de 5 minutes. La séance est suspendue pour une durée de 5 minutes. Compte tenu de l'agitation, de l'émoi, compte tenu aussi de la sensibilité du sujet, je vous propose une nouvelle suspension de séance. Je souhaite m'entretenir avec les présidents ou les représentants de groupe pour voir dans quelles conditions nous pourrions continuer ces débats et essayer de retrouver un petit peu de calme. Je suspends à nouveau la séance pour une durée de 10 minutes. Le spectacle auquel nous venons d'assister dans notre Assemblée est assez consternant et je crois assez grave pour notre démocratie. Nous sommes sur un débat important, attendu par des dizaines de milliers de nos compatriotes, soignants ou autres, ou familles de soignants qui attendent ce débat sur la réintégration, usagers parfois des services publics, qui attendent ce débat sur la réintégration des personnels. Depuis ce débat, il est d'autant plus légitime, messieurs les ministres, que la France est un des tout derniers pays en Europe, avec la Grèce, je crois, à ne pas avoir encore réintégré les personnels soignants. Cette anomalie mérite à elle-même le débat que nous avons aujourd'hui. Or voilà que la minorité gouvernementale, particulièrement, soyez respectueux de chacun dans cette Assemblée, et pardon de vous rappeler les réalités arithmétiques. La minorité, étant particulièrement minoritaire ce soir, a été battue sur un amendement de suppression, et là, c'est l'affolement dans les groupes Renaissance et Alliés, et on assiste depuis à des manœuvres d'obstruction inacceptables. Manœuvre d'obstruction avec une centaine d'amendements déposés par les parlementaires de la majorité sur un amendement d'un de nos collègues, Philippe Juvin. Et pire que ça, et plus grave que ça, les ministres se sont livrés eux-mêmes à un exercice d'obstruction au travail parlementaire en déposant un amendement. C'est la première fois, c'est sans doute la première fois dans la Ve République qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de poursuivre son mission. Vous devriez effectivement avoir honte, messieurs les ministres, de vous être prêtés à ce jeu. Voilà. L'Assemblée, si la majorité est minoritaire, si l'Assemblée nationale ne vote pas comme vous le voulez, ce n'est pas à vous de voler à notre secours. Respectez l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Sincèrement, ce que nous voyons ce soir résulte et nous donne une indication sur plusieurs choses. D'abord, vous n'avez pas compris, chers collègues, et vous n'avez pas compris que vous n'aviez plus la majorité, et cette absence de culture de la démocratie d'un groupe qui a été majoritaire dans cette Assemblée et qui aujourd'hui a du mal à comprendre qu'il ne peut pas gagner à tous les coups, amène à voir une Assemblée gravement perturbée dans son mode de fonctionnement. C'est vous qui amenez ce mode de fonctionnement absolument désespérant de notre Assemblée. La deuxième chose, vous ne pouvez pas utiliser sur ce texte le 49.3. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous demandez au gouvernement d'utiliser des manœuvres d'obstruction qui n'honorent pas notre Assemblée, mais qui surtout empêchent la représentation nationale de faire son travail. Vous ne pourrez pas gagner avec des manœuvres. Ce n'est pas honnête par rapport à l'ensemble des élus qui sont ici. Et puis la dernière chose, c'est par rapport à ce texte qui est attendu. Vous avez parlé, monsieur le ministre, de respect vis-à-vis des soignants, mais je pense que le respect qu'on a vis-à-vis des soignants, c'est d'aller au bout d'un texte, de le voter, de ne pas chercher à faire de l'obstruction, à empêcher que la démocratie s'exprime, et puis on verra. Si vous avez réussi à convaincre une majorité, ce texte ne passera pas. Si vous n'avez pas réussi à convaincre une majorité, il passera. Nous, on en sera très heureux, mais c'est votre responsabilité que de convaincre les autres si vous n'êtes pas d'accord avec ce texte dans une niche parlementaire, sinon ça ne sert plus à rien de faire ainsi. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir le matin, le midi, le soir sur la démocratie, un coup le 49.3, un coup l'obstruction, parce que vous refusez de comprendre que vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. Messieurs les ministres,
sur l'alinéa 70-3, chers collègues, sur l'organisation de débat, mais merci, monsieur Bignon. Mais je voulais vous dire, pas d'interpellation. Je veux bien entendre tout. Je veux bien tout entendre. J'ai pas oublié un texte qui parlait de la fin de vie, sur laquelle 5 députés républicains avaient déposé 3000 amendements. Et on me parle de blocus. Deuxièmement, je serai très court, chers collègues. Cher Olivier Marleix. Par exemple, tout le monde ne pense pas la même chose. Et j'avais cru comprendre que M. Juvin ne pensait pas la même chose. Mais je vois que M. Juvin a disparu. On va peut-être faire une émission perdue de vue parce qu'il ne pourra pas défendre. Il est où? Et la troisième chose, chers collègues, sur l'organisation de nos débats. Sur l'organisation... S'il vous plaît, chers collègues, seul Monsieur Vichy a la parole. S'il vous plaît. Sur l'organisation de nos débats, je voudrais juste simplement en un mot. Est-ce que ce soir, on va rayer d'un trait de plume plus de 260 ans d'histoire de la vaccination en disant qu'elle ne sera plus obligatoire? Eh bien, je vous laisse seul responsable et on verra toutes les éradications de maladies, c'est grâce à la vaccination. Ne dites pas le contraire, c'est la vérité scientifique. Messieurs les ministres, chers collègues, voyez, nous constatons que ceux qui sont minoritaires aujourd'hui utilisent finalement quelques réglementations obstructives pour ne pas admettre qu'ils sont minoritaires ici dans l'hémicycle. Et je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous, réjouis. Vous êtes content d'avoir pu trouver... Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible. Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent. Et je ne veux plus entendre ce que j'ai entendu il y a quelques minutes. Et je demanderai à chacun de tenir son langage. Vous savez qu'il y a des dispositions dans le règlement qui permettent éventuellement de sanctionner. Et je demanderai en même temps d'éviter les provocations qui appellent un certain nombre de réponses. Et à cette heure tardive, elles arrivent plus vite. Donc on reprend où est-ce qu'on en était. On en était à vous rappeler que vous êtes minoritaire. Vous êtes ici minoritaire dans cet hémicycle. Vous êtes minoritaire dans le pays. Vous refusez la démocratie. Vous méprisez une niche parlementaire LFI. Vous méprisez le peuple. Vous vous méprisez vous-même en tant qu'élu du peuple. Vous utilisez des subterfuges petits comme vos idéaux, comme vos pratiques, comme vos acceptations de la démocratie. Alors on ne peut que dire non, non à votre refus de respecter cet hémicycle, cet noble hémicycle qui aujourd'hui fait de la démocratie française une fierté nationale. Vous la salissez avec vos bassesses, vos petitesses. Vous êtes minoritaire, acceptez-le. J'entends parler de manœuvre, je voulais simplement rappeler pourquoi nous en sommes là à cette heure de la soirée et comment s'est construite cette niche parlementaire. La France Insoumise a d'abord proposé 12 textes. 12 textes sachant pertinemment que dans une niche, on ne peut en étudier que 2 ou 3. Ça, c'est le premier point. Elle a fait travailler des dizaines de fonctionnaires, elle a fait travailler des centaines de députés, elle a fait travailler les commissions pendant des jours et des jours, sachant pertinemment que ça ne se ferait pas. Ensuite, hier, elle a retiré 2 PPL. Pourquoi elle a retiré 2 PPL? Je ne sais pas. Il faut leur demander pourquoi ils ont retiré PPL. Et puis est arrivée la PPL. Sur les corridas. Alors là, ça a été un amendement de la dernière minute déposé à 17h afin de faire tomber l'ensemble des sous-amendements et des amendements que nous avions proposés. C'était pour
éviter le débat, refuser le débat. Et ensuite, nous avons eu la démonstration en hémicycle également de cette PPL qui a été retirée au milieu des débats, à quelques minutes avant un amendement de suppression qui aurait permis de clarifier la situation, qui aurait permis d'éclairer le débat. Donc ce sont ça les manœuvres qui sont aujourd'hui à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Collègue Cazeneuve, vous vous posez la question de savoir pourquoi nous en sommes là. Mais moi, je vous dis pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que des illustres prédécesseurs, ceux qui croyaient en la démocratie, en la liberté, ont payé de leur vie, de leur sang, de leur conscience, le prix de la liberté, le prix de la démocratie. C'est ça pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et à travers les travées, quels que soient les bancs, nous sommes investis de la même autorité qui est l'autorité délivrée par le peuple français, où qu'il soit, ici, dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. C'est ça l'ensemble français. Aujourd'hui, il y a une réalité. C'est qu'il y a une majorité d'entre nous qui, ici même, crie bien fort que puisque le Parlement est investi de l'autorité de délibérer, alors délibérons. Et aucun ministre digne de ce nom ne peut sortir de son lit à pareille heure pour venir faire du dilatoire pour nous empêcher de délibérer. La question de la réintégration des agents ne peut plus durer. Aucun texte de la fonction publique ne prévoit qu'une suspension soit définitive. Alors que faites-vous, monsieur le ministre, après la suspension, qui appelle que vous preniez une décision, que ce soit pour la fonction publique hospitalière, que ce soit pour la fonction publique d'État ou pour la fonction publique territoriale? Dites-le nous. Dites-moi, monsieur le ministre, si la position de suspendu est une position de la fonction publique française. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a montré le meilleur et a montré le pire. Le meilleur, avec ce vote d'une très grande partie des groupes politiques pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Le pire, avec la réaction de quelques députés, pour lequel je suis choqué, et pour lequel je demande que la conférence des présidentes soit saisie. En effet, il y a une députée qui est venue à proximité de là où je suis positionné dans l'hémicycle et qui m'a demandé de sortir dehors avec moi. Je crois que ces propos ne sont pas acceptables. La conférence des présidents doit s'en saisir et les personnes concernées doivent être sanctionnées. Je vous remercie par avance et j'aimerais bien, collectivement, qu'on retrouve un peu de sérénité. Nous sommes actuellement sur un texte extrêmement important sur lequel il faudrait qu'on avance et qu'on puisse voter avant la fin de la soirée. Nous sommes scandalisés par la tournure des débats. Nous avons un ministre qui n'a pas cessé de nous parler d'éthique. Je le renvoie à l'éthique du débat démocratique qu'il ne respecte pas. Nous, députés des 10 Outre-mer, nous ne sommes pas ici, moi qui ai fait 8000 km pour venir jouer, parce que la santé de population et de peuple est en jeu, parce que la vie de mère et de père de famille est en jeu. C'est ça le sérieux, c'est ça que nous voulons, un vrai débat. Et quand on n'a pas l'humilité d'accepter le verdict du débat démocratique, ça veut dire qu'on ne peut pas se réclamer de la démocratie. Merci. Je peux vous dire que ce qui se passe ce soir est extraordinairement pitoyable. Et s'il y en a un parmi nous qui est calme et posé, c'est bien le collègue Mathiasin. Si Mathiasin s'énerve, ça veut dire que les choses sont allées vraiment très loin. Ce qui se passe dans nos territoires, vous ne l'imaginez pas. Des gens sont en train de suivre, malgré le décalage horaire, malgré la distance, sont en train de suivre en direct cette séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que jusqu'à ce soir, ils croyaient encore que la démocratie fonctionnait pleinement en France. Et là, vous êtes en train de démontrer qu'on peut être minoritaire et empêcher le débat démocratique d'avoir lieu.
Alors c'est vrai que on peut ne pas avoir d'état d'âme, mais lorsque nous vous parlons de souffrance, d'accès impossible à l'hôpital, de gens qui meurent, nos parents, nos frères, nos sœurs qui meurent, vous nous répondez, non, ne me faites pas la leçon sur les vaccins, s'il vous plaît, parce que il suffit. Madame Rioton, s'il vous plaît. Madame Rioton, non. Madame Rioton, vous n'interpellez pas. Monsieur Nilor, non, s'il vous plaît. Monsieur Nilor, seul Monsieur Nilor a la parole. Poursuivez quelques secondes. Allez-y. Vous imaginez, vous ajoutez de l'indécence à l'indécence. Parce que la collègue est en train de me dire, lorsque je parle de gens qui meurent, en train de me culpabiliser en me disant c'est parce que vous n'êtes pas vacciné chez vous. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez l'état des hôpitaux dans nos territoires? Est-ce que vous imaginez à quel point l'hôpital public a été abandonné par l'État depuis des décennies? Monsieur Nilor, merci de conclure. Merci de conclure. Merci de conclure. Je vais conclure. Monsieur Nilor. Je vais conclure en disant qu'il n'est pas étonnant, il n'est pas du tout étonnant que la République en marche n'ait eu aucun élu dans les Outre-mer. Vous êtes en train de démontrer que le peuple a eu raison de ne pas faire... Merci. Merci, Monsieur Nilor. La parole est à Monsieur Khaliffer, le groupe socialiste ne s'étant pas exprimé. Il y a manifestement un désir de ne pas nous emmener à un temps de délibération, de vote, parce que la majorité était acquise, la démocratie allait jouer. Et après avoir fait 7000 kilomètres, et pour porter la parole d'un peuple qui est un peuple français, depuis bien longtemps, avec bien d'autres, dans certains territoires, voilà ce qu'on nous offre comme récompense pour avoir servi cette nation pendant des décennies, pendant toutes les guerres. Nous avons été présents pour défendre l'esprit de la République. Et aujourd'hui, la République elle-même nous empêche de nous exprimer ici et de porter la parole de notre peuple. On n'a pas vu de ministre nous répondant quand il n'y avait pas de respirateur, quand il n'y avait pas de masque pendant le Covid. On n'a pas eu de ministre nous rappelant ce qu'il fallait faire. Les soignants étaient là en première ligne lorsque nous avons eu 1000 morts, ils étaient là. C'est après qu'ils ont vu ce que c'était, ils ont décidé de ne pas se vacciner, acceptant la suspension. Suspendu, oui, mais quel est cet état de suspension qui dure à tout jamais? C'est que vous êtes trompés, vous avez voulu mettre certainement qu'il vous les licencier. Alors il faut le dire, il faut revoter la loi et mettre le licenciement. Car la suspension, il faut qu'il reprenne. Et la chaise, un jour, la chaise dira qu'il faut le reprendre. Alors monsieur le ministre, ce sera la même chose. Il y aura des suspendus, il y aura ceux qui ont été vaccinés et pas vaccinés. La Coupe du Monde se déroule. Les joueurs français sont partout. Il y a eu la route du Rhum. Le virus circule, il n'est pas aussi virulent. L'Assemblée nationale doit nous permettre de nous exprimer, même étant dans l'outre-mer. Merci, Monsieur Khaliffer. Il est 23h presque 10. Nous n'avons passé aucun amendement depuis la reprise. Tout s'est bien passé jusqu'à 19h58. Jusqu'au moment où la minorité présidentielle, et c'est le cas d'autant plus vu le résultat de ce soir, a décidé l'obstruction. Obstruction en déposant des sous-amendements sur un amendement. Le député ne vient pas, c'est le gouvernement qui dépose l'amendement identique pour permettre le sous-amendement et l'obstruction. Que les parlementaires décident de jouer l'obstruction. On a envie de dire, c'est le jeu de l'Assemblée nationale, mais sur une niche, c'est déjà difficile. Mais que le gouvernement fasse le jeu de l'obstruction, c'est inadmissible. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui font la loi.
Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de la Santé, tout à l'heure, vous avez fait un très long discours et vous avez interrogé, je vais donc vous répondre, qui était en première ligne? Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Alors que ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients, on a entendu ça toute la journée. Mais, chers collègues, pensez-vous aux patients à qui on ne précise pas que le soignant qui arrive dans la chambre est positif au Covid et que c'est vous qui lui avez demandé d'être là. Là, il n'y a pas d'altruisme. Il n'y a pas d'altruisme à ce moment-là. Tout à l'heure, le député Alauzet proposait de révoquer les non-vaccinés, que les patients puissent révoquer. Mais si demain vous dites aux patients qui est positif au Covid malgré le vaccin, est-ce que vous allez aussi proposer de pouvoir révoquer ces soignants-là alors que vous en avez terriblement besoin? Certainement pas. Ce texte est une demande, une sortie par le haut. Et la preuve en est, c'est que, on en a entendu, compromis, il faut discuter, la France a voulu une nouvelle Assemblée nationale, on va tout faire pour qu'on travaille ensemble. Sept groupes sont pour cette proposition de loi. Alors vous pouvez sourire, vous pouvez, mais alors vous saurez quelque chose, c'est tel le roseau, je plie mais ne romps pas. Vous n'êtes plus majoritaire, ce qui fait que les semaines du gouvernement, il a été décidé en conférence des présidents qu'il y aurait des textes de l'opposition transpartisans. 7 sur 10, c'est transpartisan. Nous demanderons et nous ne lâcherons pas que ce texte revienne. Madame Berger a enlevé son texte lundi. Il peut revenir lundi. Nous sommes 7 sur 10. Nous sommes la majorité et nous serons là pour le défendre s'il est mis à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas. Et je terminerai pour que tout le monde ait la bonne information. C'est que, mais il n'y a pas de souci, c'est que lors d'une niche parlementaire, quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas. Je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues. Non, chers collègues. Chers collègues, non mais c'est pas le cirque non plus, ça suffit. C'est pas le cirque ici. Un peu de tenue. Un peu de tenue. Bon, la parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, avant que vous me taxiez de faire l'obstruction, je voudrais juste rappeler factuellement que je suis rentré dans cet hémicycle il y a 1h15, que c'est ma première prise de parole, et que sur l'heure et quart qui s'est écoulée, il y a eu 1 heure de parole pour les oppositions, à peu près 15 minutes pour la majorité. Vous reconnaîtrez qu'en termes d'obstruction parlementaire, on a déjà vu plus efficace. Je suis venu avec le ministre de la Santé, François Braun, parce que, interpellé évidemment par cette question, et je vais vous dire, c'est un sujet qui mérite un débat. L'obligation vaccinale des soignants mérite un débat. L'idée de la réintégration, un jour, du personnel hospitalier, sanitaire, mérite un débat. Ce n'est pas un mauvais débat qui est posé par le Parlement.
Je vous propose juste d'éviter de hurler, parce que je ne vais pas hurler, ça m'est arrivé dans le passé, vous voyez, parce que quand j'avais 500 heures de banc derrière moi, là j'arrive tout frais, tout neuf, très heureux de vous retrouver. Donc je serai d'un calme impassible. Merci. Merci beaucoup pour les cœurs. Je suis venu parce qu'il se trouve que j'ai fait 500 heures de débat sur les états d'urgence sanitaire et quelques dizaines d'heures de débat sur l'obligation vaccinale. Et donc, on m'a un peu vu en l'occasion comme faisant partie un peu des tablettes de la République des mois précédents, s'agissant des débats législatifs sur le Covid. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être rappeler dans cet hémicycle quelques faits qui me semblent intéressants à l'heure où certains prennent des positions à travers leur vote. Le premier fait, c'est que l'obligation vaccinale, quand nous l'avons votée, j'étais, Monsieur Marlex, vous étiez là, vous aviez voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Madame Vonivard, vous aviez voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Je vois Monsieur Minot qui a voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Et à l'issue d'un débat d'une grande tenue et dans la sérénité, nous avions eu l'occasion... En fait, excusez-moi, on n'est pas dans le bureau politique de la France Insoumise, on est au Parlement. Donc, vous serez obligé d'écouter, même si ça ne vous fait pas plaisir. C'est le Parlement. Ça s'appelle la démocratie et je la chéris. Madame la présidente Panot, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Que les groupes LR. Non, Madame la présidente Panot, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, vous allez m'écouter 2 minutes. En fait, vous faites de l'obstruction comportementale. Plus vous hurlez, moins on avance. Non, écoutez, il n'y a pas de conversation avec le ministre. Donc maintenant, monsieur le ministre a la parole, vous l'écoutez comme nous avons écouté madame la rapporteure. J'ai le temps et je suis calme. Bien. Donc je le disais, le groupe LR dans sa très grande majorité avait voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Et j'avais remercié monsieur Ciotti qui lui-même avait voté pour l'obligation vaccinale des soignants. Histoire quand même qu'on ne refasse pas complètement le passé. Ensuite, on avait eu des débats avec la gauche de l'hémicycle. Et en particulier avec les socialistes. Je vois M. Vallot qui est là, Mme Pires-Beaune qui est là. Nous avions eu des débats parce que les socialistes, à l'époque, considéraient qu'on n'allait peut-être pas suffisamment loin dans l'obligation vaccinale. Je ne pouvais pas injure en rappelant cela. Nous avions débattu, vous et moi, parce que vous étiez en faveur de l'obligation vaccinale de toute la population française. Non pas des soignants, de toute la population française. Moi, je n'y étais pas favorable. Et on avait parlé des dispositifs de contrôle des amendes qu'il vous faudrait mettre aux Français qui ne seraient pas vaccinés, etc. Je note que vous avez le droit... S'il vous plaît, chers collègues, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de hurler. Non, je vais redonner la parole à monsieur le ministre pour qu'il termine. Je continue. Monsieur Corbière. En fait, la moitié de temps de mon intervention, c'est vous, monsieur Corbière. Vous hurlez, donc je continuerai de parler. Je vais devoir faire des rappels à l'ordre. Donc, ben oui, mais demandez la parole. Demandez la parole. En fait, la démocratie, c'est pas celui qui hurle le plus fort, c'est celui qui écoute l'autre et qui le respecte. Bref, je reprends. Donc les socialistes étaient en faveur de l'obligation vaccinale de toute la population française. Donc vous avez le droit de changer d'avis. Mais s'il y a quelque chose qui change, mesdames et messieurs les républicains et les socialistes, c'est bien votre avis, parce que la situation sanitaire, elle n'a pas changé. Nous sommes actuellement dans une phase d'épidémie. Nous sommes actuellement dans une phase de circulation active du virus. Nous sommes actuellement dans une phase où des malades sont hospitalisés toutes les heures. Nous sommes dans une phase où des malades meurent du Covid tous les jours dans nos hôpitaux. Donc ce n'est pas la situation sanitaire qui a changé, ce n'est pas le vaccin, ce n'est pas le virus. C'est vous qui changez d'avis, c'est votre droit, mais revendiquez-le comme tel. Deuxième point, je ne serai pas très long, mais je vous assure, ce sera encore moins long si j'arrive à me concentrer. Deuxième point, quand j'ai porté la blouse, et François Braun aussi, la première fois, et Caroline Fiat aussi, première fois qu'on a porté la blouse, j'étais étudiant en médecine, j'arrivais à l'hôpital de Grenoble, très fier de porter la blouse, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on m'a demandé comme pièce? On m'a demandé un extrait de casier judiciaire vide, parce que je voulais être fonctionnaire, et on m'a demandé un certificat de vaccination attestant que j'étais bien vacciné de façon obligatoire contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B. Ah ben c'est pas la même chose, vous avez raison madame la députée, c'est pas la même chose. La poliomyélite, elle circule plus en France. Dans ce cas-là, déposez un sous-amendement. Provoquez, monsieur Deder, déposez un sous-amendement, proposez de revenir sur la vaccination obligatoire contre le tétanos finalement. Ou contre la poliomyélite. Ben si, pourquoi le Covid et pas les autres? Pourquoi est-ce que nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, tout le personnel des services hospitaliers doivent être vaccinés contre l'hépatite B aujourd'hui et ils ne seraient pas vaccinés contre le Covid? En cohérence avec vos idées, proposez la suppression de toute obligation vaccinale pour les soignants. Mais je pense que vous aurez des petits problèmes.
Vous dire ensuite que l'avis de la Haute Autorité de Santé, moi je l'ai saisi plusieurs fois, le ministre Braun l'a saisi également. La commission, le Conseil consultatif national d'éthique aussi, sur un plan éthique, a été saisi et a rendu plusieurs fois des avis. C'est pas nous, c'est pas la majorité présidentielle, c'est pas le gouvernement, ce sont les autorités sanitaires et scientifiques indépendantes qui nous ont conseillé depuis le début de cette gestion de crise pandémique. La Haute Autorité de Santé continue d'écrire, noir sur blanc, je peux vous faire lecture de l'avis, mais vous allez dire que je serai trop long. Mais lisez-le, il est intéressant cet avis. L'avis de la Haute Autorité de Santé, le dernier avis encore donné, considère qu'il n'est pas éthique aujourd'hui de proposer la réintégration des soignants et qu'il n'est pas prudent pour des malades fragiles dans des services de cancérologie, de gériatrie, de pédiatrie, pour des gens qui sont immunodéprimés, qui lorsqu'ils arrivent à l'hôpital pour y recevoir des soins, aient un risque majoré d'être contaminés par un virus hautement transmissible qui leur serait transmis par des soignants non vaccinés. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision sanitaire, humaine, éthique, étayée, ne vous en déplaise. Et si la Haute Autorité de Santé devait changer d'avis et proposer au ministre Braun la réintégration des soignants, eh bien alors vous aurez des arguments supplémentaires à proposer au gouvernement pour acter cette réintégration. Nous n'en sommes pas là, vous n'êtes pas, et je ne suis pas, et nous ne sommes pas, vous et moi, les experts sanitaires de cette question, les experts scientifiques, qui sont guidés par des arguments éthiques et non, pardonnez-moi l'expression, politiques. Vous dire enfin pour répondre à Mme Fiat, parce que c'est la contre-vérité de Mme Fiat que j'ai déjà entendue plusieurs fois dans le débat. Non, des soignants positifs au Covid qui ont pu être amenés à travailler n'ont pas été amenés à travailler dans des services où il y avait des malades fragiles, ils étaient amenés à travailler dans des services Covid. Prenez le micro, madame, demandez la parole à la présidente, vous me hurlez dessus. En fait, venez. Descendez. Encore une fois. Madame la députée, descendez, prenez le micro si la présidente est d'accord. Moi, je vous le laisse volontiers. Vous hurlerez dans le micro, ça évitera d'hurler dans les travées. Je vous le redis, les soignants ont eu des dérogations pour travailler dans les services Covid, où les patients étaient contaminés par le Covid. Bref. Encore une fois, le débat est légitime. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte. Malheureusement, à minuit, les débats se terminent. Nous avons commencé ce texte à 18h. À 18h avec 20 amendements. Nous avons commencé ce texte à 18h pour respecter le travail parlementaire qui avait été fait et pour respecter y compris nos collègues ultramarins qui pour beaucoup sont venus spécifiquement sur ce texte puisque vous l'avez compris, il y a une problématique spécifique sur la question des personnels de santé qui sont suspendus en Outre-mer. Oui. Ils sont venus Madame spécifiquement débattre de cela. Non, je vais vous dire... Madame la Présidente Panot, c'est... Oui, mais vous savez, il y a... Oh non, mais mes chers collègues, combien de demandes de rappel au règlement sur le même fondement? Je crois que nous avons compris. Dire quelque chose. Non, bon. Madame Panot, alors merci d'en venir à l'essentiel, si vous le voulez bien. Madame la Présidente, je vais en venir à l'essentiel. Merci. Le gouvernement vient de franchir une ligne rouge. Parce que quand c'est le gouvernement lui-même qui fait de l'obstruction à un texte dans une niche parlementaire, vous franchissez une ligne rouge. Et je le dis solennellement, c'est grave ce qui est en train de se passer lorsque le gouvernement supplante la souveraineté de l'Assemblée nationale et les décisions de l'Assemblée nationale et le vote de 23 heures juste avant la coupure de 19h58. Merci Madame la Présidente Panot, je crois que nous avons bien compris. Je vous remercie. Monsieur le ministre avait demandé la parole. Alors attendez, oh. Mes chers collègues, alors, je vous rappelle les règles. Pardon. Monsieur Bernalicis, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien sûr, on n'est pas à Versailles, ça c'est sûr. On est vraiment au cirque aujourd'hui. Bon. Est-ce que, mes chers collègues, est-ce que vous voulez une réponse? Chers collègues, est-ce que vous voulez une réponse? Il reste 7 minutes. Eh bien, vous l'aurez quand même. Donc,
Monsieur le ministre avait déjà demandé la parole avant les suspensions de séance. Il a donc la parole et ceux qui ne veulent pas l'écouter peuvent sortir. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Certaines choses ont été dites sur ce texte et certaines choses que je ne peux pas laisser passer. Jamais, jamais vous ne me verrez manquer de respect envers les Outre-mer. Je connais la situation des Outre-mer. J'y étais, excusez-moi, j'y étais donc pendant la première vague de la crise sanitaire. Ceux qui veulent sortir sont libres. Et j'étais sur place. Merci de le faire en pour silence, transférer s'il vous des plaît. patients. Chers collègues, mes chers collègues, un peu de respect, s'il vous plaît. Ceux qui veulent sortir peuvent sortir, mais un peu de respect pour ceux qui restent. Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez. Et vous sortez également en silence. Vous sortez en silence. Madame Panot. Madame Panot. Non. Il n'y a pas d'invective dans l'hémicycle. Madame Chikirou, merci de sortir. Si vous voulez sortir, Madame Chikirou, merci de sortir. Merci de sortir. Bon. Très bien, chers collègues. Chers collègues. Très bien, je vais lever la séance. La séance est levée.